Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt, un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud. Raconte-moi un arrêt, c'est un podcast qui fait vivre les arrêts des juridictions nationales et européennes qui vous ont marqué. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire Crusselin contre France, rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 avril 1990 et qui a précipité en France un changement de législation pour encadrer la pratique des écoutes téléphoniques. Nous avons l'honneur de revenir sur cet arrêt en compagnie de maître Claire Vaquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui a plaidé au bénéfice de Jean Crusselin devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour maître. Bonjour. Avant de discuter de cet arrêt avec vous, remontons le temps. L'histoire débute violemment avec une bande de criminels qui sévit en Haute-Garonne dans les années 80. En 1982, ils tuent 2 personnes. D'abord en mai, un comptable qui sortait des bureaux de la bijouterie La Gerbe d'Or à Toulouse, abattu d'une balle dans la tête. Puis en juin, un banquier, torturé et exécuté dans sa maison de Montrégeau. Qui a commis ces meurtres ? Pour le découvrir, le juge de l'instruction en charge de l'affaire du banquier met sur écoute le téléphone fixe d'un suspect. Précisons évidemment qu'à l'époque, les portables n'existaient pas et donc tout se passait sur les fixes. Au fil des conversations, les gendarmes comprennent que Jean Crusselin est hébergé dans cette maison et entendent ces échanges. L'un d'eux retient leur attention. Le meurtre du comptable est mentionné à demi-mot. L'enregistrement est donc transmis aux enquêteurs de cette affaire. Grâce à cette écoute, Jean Crusselin est arrêté et placé en garde à vue pour être entendu dans l'affaire du banquier, mais il est aussi interrogé pour le meurtre du comptable. Il nie les faits et affirme que ce n'est pas sa voix sur les bandes téléphoniques. En appel devant la chambre d'accusation, le conseil de Jean Crusselin demande l'annulation de l'enregistrement de la communication qui fait le lien entre les 2 meurtres parce que réalisé dans une procédure qui ne le concernait pas, c'est-à-dire l'affaire du banquier. Et je crois, maître Vaquet, que c'est cette transmission qui était un peu au cœur des débats. Alors, il y avait 2 choses, en effet. L'annulité a été demandée dans le dossier du comptable, un dossier de Toulouse. Les policiers qui enquêtaient à Toulouse avaient reçu la conversation téléphonique des gendarmes de Saint-Gaudens qui enquêtaient pour l'affaire de Montrégeau. Et l'annulité a été bien demandée dans le dossier de Toulouse. En fait, on posait 2 questions. Il y avait la question effectivement du transfert d'une pièce d'un dossier à un autre dossier. Et il y avait aussi, et surtout me semble-t-il pour nous, c'était plus important quand on a reçu le dossier, la question de la validité de cette écoute. C'est-à-dire, est-ce que cette écoute téléphonique faite sur aucun fondement législatif existant, autre que l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge avec les moyens que lui offre la loi, est-ce que cette écoute était légale ou pas ? Alors, du coup, les juges, évidemment, avaient une double tentation, parce qu'à l'époque, ils considéraient que les écoutes étaient légales, quel que soit le degré ou la façon dont elles étaient faites. Soit on la laissait dans le dossier de Saint-Gaudens et on n'en parlait plus en disant c'est pas grave, elle n'a pas été faite dans votre dossier donc circulez, soit on se fondait directement sur le fait que de toute façon c'était légal. Et en réalité il y avait donc ces 2 problèmes-là. Au fur et à mesure que le dossier s'est développé, je pense que le problème de la légalité de l'écoute l'a emporté sur le problème du passage d'une pièce de cette écoute-là, de cet acte de procédure d'un dossier à un autre. Et effectivement, il y a ces 2 aspects que l'on voit dans le dossier. Et en tout cas, l'argument de la transmission ne convainc pas la Cour d'appel qui estime dans les grandes lignes que, sans être expressément autorisée, eh bien, la technique de passation, les écoutes ne sont pas interdites, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Évidemment, l'affaire continue en cassation où la Convention européenne des droits de l'homme est invoquée, et notamment son article 8. Maître Vaquet, est-ce à ce moment-là que vous intervenez à compter de la cassation ? Oui, c'est à ce moment-là, puisque M. Crusselin fait un pourvoi contre l'arrêt qu'il renvoie en cour d'assises pour l'affaire de Toulouse, l'affaire du comptable.
Et à cette époque antédiluvienne, parce que le droit a beaucoup changé depuis, c'est à ce moment-là qu'on soulève les nullités de procédure devant la Cour de cassation tout en contestant le renvoi. Et là, ce que je vous disais, c'est vraiment la question de la légalité de l'écoute qui l'emporte. L'arrêt Crusselin, qui a été rendu, c'est un arrêt de rejet, qui a été rendu en juillet 1985, qui est publié au bulletin, ce qui considère par la Chambre criminelle, ce qu'elle considère que c'est un arrêt de principe, répond sans intérêt à un certain nombre de moyens. Donc elle ne publie pas la question du passage d'un dossier à un autre, ça ne l'intéresse pas du tout. La question du renvoi, ça ne l'intéresse pas du tout. La publication dit bien sans intérêt. Ce qui intéresse, c'est la violation effectivement éventuelle de l'article 8 de la Convention et la légalité de l'écoute. Et elle affirme la légalité de l'écoute en considérant qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention parce que le juge d'instruction pouvait instruire légalement et faire de telles écoutes sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale. En tout cas, au passage, ils ont dit qu'effectivement, le passage du dossier à un autre était tout à fait normal, ça les a pas gênés. Mais c'est effectivement, probablement, le début de l'un des arrêts emblématiques sur la question de la légalité des écoutes téléphoniques. 1985, nous confirmons notre jurisprudence, c'est légal. D'accord. Et alors, donc vous invoquez la Convention européenne des droits de l'homme au moment de la cassation. C'est quelque chose que vous faisiez déjà très fréquemment à ce moment-là ? Oui. D'accord. Oui, on avait déjà, en tout cas au cabinet, lorsque le recours direct à Strasbourg a été ratifié par la France en 1981, nous nous sommes appliqués à regarder un peu cet outil nouveau et à l'utiliser. D'accord. Donc c'est vrai qu'on avait déjà fait sur d'autres fondements, la liberté d'expression, etc. Alors reprenons maintenant sur cet arrêt et surtout on arrive à la Cour européenne des droits de l'homme où vous allez donc plaider pour l'affaire Crusselin. Alors la Cour européenne des droits de l'homme va s'intéresser quand même de très près à la jurisprudence française pour comprendre comment sont encadrées les écoutes puisque le seul encadrement qui existe est fait par la Cour de cassation. La Cour va rendre sa décision en 1990, 8 ans après le début des faits, donc assez rapidement finalement à l'époque. Il faut se rappeler que la Convention entre en vigueur en France en 1974 et que tout ça est assez récent, donc il y a un contentieux plus faible qu'aujourd'hui. En tout cas, la question est assez simple ici. L'encadrement des écoutes téléphoniques en France viole-t-il le droit au respect de la vie privée ? Et face à une possible ingérence dans la vie privée d'une personne, contrairement aux prescriptions de l'article 8 de la Convention, la démarche de la Cour européenne des droits de l'homme est découpée en plusieurs étapes. 1. L'ingérence est-elle prévue par la loi ? 2. L'ingérence est-elle justifiée ? 3. L'ingérence est-elle nécessaire dans une société démocratique ? Si la réponse aux 3 questions est oui, la Cour reconnaît qu'il y a une violation d'un droit, mais que le pays est en droit de procéder à cette ingérence. Ici, le couperet tombe rapidement. La réponse à la première question est non. Donc il y a violation de la Convention. Le droit français n'indique pas assez clairement l'étendue du pouvoir des juges d'instruction en matière d'écoute. Et donc c'est une victoire pour vous, maître, et il faut mentionner en parallèle l'arrêt Uvig rendu le même jour. Mais pour Jean Crusselin, ça ne change pas grand-chose, il me semble, puisque les décisions internes ne sont pas nécessairement remises en cause après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, une petite précision. D'abord, en 1974, il ne se passe rien quand on ratifie la Convention, parce que ce qui est important, c'est la ratification en 1981, je le répète, de l'accès direct du citoyen à la Cour. Ce qui fait la puissance de la Cour européenne, qui était inscrit dans le traité qu'il a instauré. C'est ça, c'est ce recours direct qui n'existe pas devant d'autres juridictions internationales ou qui est beaucoup, beaucoup plus encadré. Et là, après épuisement des voies de recours, on peut aller directement à Strasbourg et ça n'entre en vigueur qu'en 1981. Ce qui fait qu'effectivement, on peut le faire. En même temps, vous dites c'est rapide. Entre 85 et 90, à mes yeux, c'est assez long parce que ça fait quand même 5 ans. Mais aujourd'hui, il y a 8 ans entre le moment de l'enrôlement à la Cour européenne des droits de l'homme et sa décision. Donc on est plutôt sur 15 ans. Je sais, mais bon, ça fait quand même un certain temps. À l'époque, en revanche, n'existe pas ce qui a été créé depuis, effectivement, une possibilité de révision après arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. À l'époque, ça n'existe pas en effet. Donc on sait qu'on travaille un peu pour l'avenir. Pas vraiment pour le client, mais pour l'avenir. Et donc Jean Crusselin reste emprisonné malgré cette reconnaissance de violation. Sa situation n'a pas été modifiée. Sur le fond de l'arrêt, et ça fera partie des réflexions qu'on peut faire sur ce qu'il y a sur la réception des arrêts de Strasbourg après par la France. Sur le fond de l'arrêt, en effet, je me souviens très bien,
qu'il y avait un débat presque entre la Cour et moi sur le point de savoir si en France, la loi, au sens de l'article 8 de la Convention, ce doit être prévu par la loi, suffisamment prévu par la loi, la jurisprudence en faisait partie ou pas. Et ils ont très clairement dit que oui, alors, dans leur vision des choses, la loi, ça vise tout un corpus juridique, loi, jurisprudence, voilà. Et ils ont bien dit que si la jurisprudence avait mieux encadré avant, d'une certaine façon, c'est ce qui ressortait un petit peu des débats, si la jurisprudence avait avant mieux encadré les écoutes, la solution n'aurait peut-être pas été la même. Mais il n'y avait aucun encadrement autre que l'article 81 du Code de procédure pénale l'autorise. Voilà. Oui, et alors c'est intéressant, ces réflexions quand même sur l'encadrement des écoutes téléphoniques, il faut le mentionner, sont lancées en France dès le début des années 80. Hein. Et c'est cet arrêt de 1990 de la Cour européenne des droits de l'homme qui va précipiter l'adoption de la législation. C'est la loi du 10 juillet 1991 qui encadre les écoutes téléphoniques. Il faut d'ailleurs préciser que ces écoutes peuvent être soit prévues dans un cadre judiciaire, soit par le Premier ministre en matière de sécurité intérieure. Aujourd'hui, l'enregistrement de conversations téléphoniques peut donc être demandé par le juge d'instruction sous certaines conditions, comme la durée de la peine encourue qui doit être égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement et une durée limitée d'écoute de 4 mois maximum renouvelable. Pour les écoutes demandées par le Premier ministre en matière de sécurité intérieure, donc, la loi de 1991 met en place un organisme qui est, depuis une modification de 2015, la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement, une autorité administrative indépendante française qui veille à ce que les techniques de recueil de renseignements soient mises en œuvre conformément au Code de la sécurité intérieure. Pour précision, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendante du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. C'était un peu là le débat de 2014 autour de l'interception des communications de maître Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, mais nous pourrons en parler dans un prochain épisode. Maître Vaquet, l'arrêt Crusselin est très largement cité comme exemple de modification législative insufflée par la Cour européenne des droits de l'homme, alors que l'on l'a vu que des discussions étaient déjà en cours en France. Alors qu'en pensez-vous ? Alors, la question de la réception d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en droit français est une question intéressante, et notamment pour Crusselin, elle est intéressante, mais là, il faut bien reconnaître qu'on est dans une période où c'est encore extrêmement tendu entre les deux juridictions. Et la meilleure preuve en est que je vais vous parler d'un autre arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation. Donc l'arrêt Crusselin date du 24 avril 1990 et la Cour de cassation rend le 15 mai 1990 un arrêt qui résiste totalement à l'arrêt Crusselin. Pourquoi ? Parce que M. Crusselin n'était pas tout seul au téléphone, bien entendu. Il parlait à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était mis en cause dans la procédure aussi, mais il s'était enfui. Et quand on l'a retrouvé, à son tour, au moment où il est renvoyé devant la cour d'assises, il soulève la nullité de la même conversation téléphonique vue de son point de vue. Et comme cette affaire avait traîné par rapport à l'arrêt Crusselin, alors que l'arrêt Crusselin, Cour de cassation, avait été rendu en 1985, l'arrêt Bachat, puisque c'est l'interlocuteur, arrive à la Cour de cassation le 15 mai 1990, c'est-à-dire 3 semaines après l'arrêt Crusselin de la Cour européenne des droits de l'homme. Quand je vais plaider l'arrêt Bachat, parce que j'ai plaidé, l'ambiance était glaciale. Dans les couloirs, on me disait non, mais cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, là, maître Vaquet, moi, s'il venait devant la Cour de cassation, il serait cassé comme du verre, il ne vaut rien du tout. Cassé comme du verre, exactement l'expression qu'on a employée. Et à la cour de cassation, je plaide l'arrêt Bachat en disant écoutez, vous avez un arrêt là qui vous explique que cette écoute est nulle, et ils m'ont validé mon écoute. Entièrement. Il y a encore des juges aujourd'hui qui estiment que la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à leur contentieux en interne. On est en 90, hein, d'accord, mais c'est vous dire que 3 semaines après, la résistance est totale de la part du juge. Bon, ça c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que la France est bien un pays législatif, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, en expliquant que l'encadrement pouvait se faire par la jurisprudence, ne demandait pas du tout qu'on change la loi, puisque ça pouvait se faire par la jurisprudence. Et comme souvent, comme il s'est passé dans d'autres domaines très différents d'ailleurs, je pense à certains l'état civil des transsexuels, par exemple, des choses comme ça, la France finit par faire une loi parce que la jurisprudence, malgré tout, ça n'est que l'autorité judiciaire et finalement, il vaut mieux que ce soit une loi. Donc en réalité, 1 an après, elle fait non pas un changement de jurisprudence, aussi d'autant plus qu'encore une fois, le juge
suprême s'est absolument refusée à rentrer dans le cadre, et elle fait une loi que le juge va appliquer, ça c'est sûr. Donc vous voyez cette réception. Alors, ça a un petit peu changé depuis, parce que, encore une fois, là, on fait un petit peu de l'histoire du droit en même temps, mais en même temps, ce réflexe de faire une loi après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a d'autres exemples où c'est ce qui s'est passé, alors que ce n'est pas forcément ce que demandait la Cour quand elle disait « la situation de monsieur Untel, elle doit être améliorée ». Et là, c'est nous. Nous, nous faisons de la législation. Il y a eu aussi la garde à vue, la présence de l'avocat en garde à vue plus récemment. Pareil, on fait de la législation. D'autres arrêts que nous pourrons explorer. Alors, est-ce que vous... Et petite d'ailleurs, c'est là où, si vous voulez, nous on a créé la question prioritaire de constitutionnalité, qui, dans le cadre de laquelle on invoque souvent des moyens qui sont aussi des moyens de conventionnalité, mais en réalité, la question prioritaire de constitutionnalité, en général, doit aboutir à un changement législatif, ce que la Convention n'exige pas forcément. Oui, la Convention ne l'exige pas, effectivement. Il y a une satisfaction équitable pour Jean Crusselin à l'époque de 20 000 francs, il me semble. Oui, ce qui c'est ça. Pas effectivement excessif. Francs. Oui, francs. Mais il n'y a pas d'obligation qui est créée, puisque ça reste du droit européen, du droit international. Mais le législateur français, ou même le constituant, dit que la question de constitutionnalité est prioritaire, donc elle passe avant, c'est bien prévu. Et donc, vous voyez, cet état d'esprit que nous avons de faire de la loi, plutôt que faire une certaine confiance au juge. Alors, je serais ravie d'explorer avec vous, dans un prochain épisode, peut-être une QPC, notamment en harcèlement sexuel. Mais est-ce que vous, en tout cas, il y a un autre arrêt qui a marqué votre carrière, hormis Crusselin contre France ? Ah oui, j'en ai quelques-uns qui m'ont marqué dans les affaires récentes que j'ai plaidées, et que j'ai plaidé 2 fois, parce que j'ai dû les plaider une fois devant la chambre concernée et une fois devant l'assemblée plénière. Et ça s'est pas du tout passé de la même façon devant la chambre concernée et devant l'assemblée plénière. Il y a eu la question de la prescription de l'infanticide et l'affaire Babylou aussi. J'en ai plaidé d'autres à la chambre criminelle, j'ai plaidé la question de l'empoisonnement, j'ai plaidé la question... Enfin bref. L'affaire Babylou, c'est une très longue saga, puisqu'elle très arrive longue jusqu'au saga, Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Tout à fait. Celle-là m'a donné beaucoup, a pris beaucoup de mon temps et m'a donné beaucoup de mal. Mais merci en tout cas, maître, d'avoir replongé avec nous dans cet arrêt de 1990. J'espère donc vous retrouver pour d'autres affaires. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.